Là, on a rencontré le Premier ministre il y a 2 jours. Il a fait le tour des popotes, comme on dit. Il a rencontré tout le monde en bilatéral. Donc on est allé le voir lundi soir. Vous savez, c'est comment favoriser l'embauche dans les TPE, PME. C'est ça l'ordre du jour. Et donc, bon, point positif, ils ont renoncé, on n'est pas passé loin, à modifier le contrat de travail. Vous savez que les employeurs demandent ou un contrat de travail unique, ou un CDI sécurisé pour eux, mais pas pour les salariés. Ça veut dire un CDI flexible. En gros, il n'y a plus qu'un contrat de travail qui s'appelle CDI, mais qui, en fait, n'a plus aucune caractéristique de CDI. Vous rentrez dans l'entreprise, on vous dit, vous avez un CDI, mais vous n'avez aucun droit. Et les droits, vous les obtenez au fur et à mesure quand vous avez de l'ancienneté. S'il y a un truc comme ça, c'est clair, hein. Les patrons, ils vont faire du turnover, hein. Au début, vous êtes flexible, et dès que vous acquérez les droits, ils vous virent, ils reprennent quelqu'un. C'est évident. Donc on s'est opposé à ça. Alors il nous dit, oui, mais il y a quand même plus d'une trentaine de contrats de travail différents en France. Oui, c'est vrai. Mais qui les a demandés, historiquement? C'est pas les syndicats qui ont demandé à créer des CDD, de l'intérim, des contrats d'usage, des contrats saisonniers ou je ne sais quoi. C'est bien les employeurs qui, au fil du temps, ont demandé de nouveaux contrats de travail pour répondre à leur flexibilité. Et maintenant qu'il y en a plein, ils disent qu'il faut simplifier, il faut faire un contrat flexible. Bon, tant mieux, pour le moment, le gouvernement y renonce. Par contre, apparemment, il ne renonce pas à autre chose. Il voudrait, par exemple, plafonner les indemnités en cas de conflit prud'homal. Ça veut dire qu'un employeur embauche un salarié, en cas de conflit, il est assuré qu'il paiera, s'il perd, il ne paiera pas plus de ça, de temps. Mettre un plafond. Et nous avons dit au Premier ministre, attendez, il y a un problème constitutionnel. Et ça veut dire que le juge, quel qu'il soit, ne sera plus demain en mesure d'évaluer la réparation du préjudice, quel que soit le préjudice qu'il aura. Donc là, on s'est opposé à ça. Mais on a expliqué à Manuel Valls, et attendez, est-ce qu'on fait de l'idéologie ou est-ce qu'on est pratico-pratique? Nous, on est pratico-pratique à FO. Nous, quand un salarié a un problème, bon, si c'est dans une grosse boîte, il va voir le syndicat. Alors, je mets de côté les grosses boîtes. Mais si c'est dans une TPE ou une PME où il n'y a pas de syndicat, s'il vient nous voir à l'union locale ou à l'union départementale, et si on considère effectivement que le salarié il est dans son droit, ben on va le défendre. Bon, on va demander qu'il soit adhérent quand même, il ne faut pas déconner, s'il ne l'est pas. Mais après, on va le défendre, on va l'assister, on va l'appuyer jusqu'au prud'homme. Et si un patron de TPE il a un problème, qu'est-ce qu'ils foutent les organisations patronales? Ils les aident, les petites entreprises? Que dalle. Moi, je comprends très bien entre nous qu'un chef d'entreprise d'une TPE, voire d'une petite PME, qui a le nez dans le guidon, qui, sur la brèche tous les jours, qui essaie de remplir son carnet de commandes, etc., qui n'a pas de DRH par définition, bah, il peut se planter, même inconsciemment, sur le code du travail, par exemple. Et donc, il se fait attaquer au prud'homme. Puis comme il ne connaît rien, qu'est-ce qu'il fait, le chef d'entreprise? Il est paumé, il va voir un avocat. Dès qu'il va voir l'avocat, bing, 1000 euros, hein, déjà. Hein. Deuxième réunion, bing, 1000 euros. Troisième réunion, bing, 1000 euros. Alors après, il dit ça coûte cher. Donc, mais je dis, mais nous, on fait le boulot syndicalement vis-à-vis des salariés. Qu'est-ce qu'elles attendent, les organisations patronales, pour faire le boulot vis-à-vis des chefs d'entreprise? On dit que les salariés sont peu syndiqués, mais je peux vous assurer que les patrons, c'est encore pire. Hein. Il y en a même qui sont syndiqués sans le savoir, dans le patronat. Donc, déjà, que les patrons fassent leur boulot, qu'ils conseillent comme nous on conseille. Premier élément. Et si on veut simplifier la vie des chefs d'entreprise, il y a peut-être un truc tout con à faire. C'est par exemple que dans chaque direct, ce qu'on appelait dans le temps les directions du travail, il y a un interlocuteur unique pour les patrons. Et qu'un patron, s'il a un problème social, fiscal, je ne sais quoi, d'aide, etc., ben, il sait qu'il va appeler ou envoyer un mail à tel endroit et qu'il sera obligatoirement bien renseigné, ou en tous les cas bien orienté. C'est quand même pas compliqué à faire ça. Ou alors qu'on simplifie les relations entre les banques et les entreprises. Il y a combien de chefs d'entreprise, de petites entreprises, qui expliquent que le premier problème qu'ils rencontrent, c'est le problème avec leurs banquiers. Que quand ils veulent investir, les banquiers ont tellement d'exigences aujourd'hui qu'ils renoncent parfois à faire des investissements. Si l'on veut favoriser l'emploi dans les TPE, PME, voilà les choses qu'il faut faire. Mais il ne faut pas remettre en cause le contrat de travail, la durée du travail ou je ne sais quoi. Donc voilà, mais quand on est dans cette logique de dire ce qu'il faut c'est plus de flexibilité, à la fois on fragilise la situation des salariés, c'est évident, mais en même temps on ne règle pas les problèmes.
Parce qu'entre nous, de la flexibilité, on en a dans notre pays. Hein. Entre l'annualisation, les modulations, l'intéressement. L'intéressement, c'est une manière de rendre flexibles les rémunérations. On est pour le salaire, on n'est pas contre l'intéressement, bien entendu, à condition que ça vienne en plus. Mais il y a beaucoup de pays où il n'y a pas de système d'intéressement. Donc ils sont uniquement sur du salaire. Alors oui, nous on préfère un système où le salaire est entre guillemets rigide, c'est-à-dire qu'on ne va pas nous le baisser, puis après on a un complément par l'intéressement qui est variable selon la situation de l'entreprise, mais c'est en plus, c'est pas au détriment du salaire. Mais en même temps, en termes global de rémunération, ça assure une flexibilité qui n'existe pas dans beaucoup d'autres pays, par exemple, il faut avoir conscience ce genre de choses. Sauf que là, on a encore une fois un gouvernement qui a tendance à céder beaucoup plus au patronat qu'aux organisations syndicales, bon, sauf une, mais vous avez compris laquelle, je ne vous dis pas, c'est celle qui est toujours d'accord avec le patronat. Bon. Je n'ai pas donné son signe, c'est lui faire de la pub, il n'en a pas besoin. Bon. D'ailleurs, je considère que c'est plus un syndicat. Ça fonctionne comme une entreprise privée. Bon. Mais allez, passons, on ne va pas parler des autres, ça ne nous intéresse pas. Donc, quand on regarde tous ces dossiers, on se rend bien compte qu'il y a un problème de politique générale, à la fois au niveau européen, à la fois au niveau national, que la consommation patine, que l'investissement patine, que la croissance a du mal à repartir, que si elle repart un peu, tant mieux si elle repart, c'est pas dû à ce que fait le gouvernement, c'est parce que le prix de l'énergie a baissé, c'est parce que l'euro a baissé face au dollar, ce qui au passage permet par exemple de vendre plus facilement les Rafales, hein, c'est un des éléments, c'est pas le seul, et que les taux d'intérêt ont baissé. Mais ça c'est des trucs extérieurs, c'est pas des trucs intérieurs. Et les taux d'intérêt, ils commencent à remonter, et on n'y peut rien, je veux dire, ce sont les marchés, mais que toute la politique qu'a amené le gouvernement pour le moment, bah, elle ne se traduit pas par une croissance plus forte, et en tous les cas, elle ne se traduit pas par une diminution du chômage. Vous avez entendu comme moi les derniers chiffres du mois d'avril, plus 0,7% dans l'augmentation du chômage. Ça percute à la fois les jeunes, mais ça percute encore plus ce qu'on appelle les seniors, ceux qui ont plus de 50 ans, qui sont au chômage et qui ont beaucoup de mal à retrouver du boulot. Donc à partir de là, il ne faut pas s'étonner de la situation. Quelques mots maintenant sur des dossiers d'actualité, il y en a quelques-uns en ce moment. Alors, la réforme territoriale. Entre nous, mes camarades, je vais être cru, quel bordel. 13 régions. 13 régions demain. Vous savez comme moi que, par exemple, entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, ça ne va pas être simple. Hein. Ce sera peut-être plus simple entre le Nord-Pas-de-Calais et la Picardie, parce que les écarts sont tels que, bon, Nord-Pas-de-Calais, en termes global, c'est beaucoup... Bon, c'est chez moi, hein, mais ça n'a rien à voir. C'est beaucoup plus important que la Picardie, même si nos camarades picards ne sont pas contents. Mais par exemple, entre Midi-Pyrénées, région importante, et Languedoc-Roussillon, qui est aussi une région importante, ça ne va pas être simple. Bon, que les politiques prennent leurs responsabilités. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'entre nous, au moins, on arrive au sein de FO à se mettre d'accord et à discuter. Mais au-delà de ça, est-ce que vous pensez que demain, une big région comme ça va être efficace ? Est-ce que ça ne va pas conduire à une régionalisation centralisée, pour me faire comprendre, au détriment de la proximité? Parce que si ça s'accompagne demain de moins de pouvoir dans les départements, voire, on ne sait pas toujours, de la suppression de certains départements, ou de la constitution de grosses métropoles d'un côté et de déserts dans l'autre, que ça risque pas d'y avoir des problèmes. Et pense aussi aux salariés qui travaillent dans ces collectivités. C'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois au niveau national qui vont faire l'objet ou de mobilité, on ne sait pas trop dans quelles conditions. Il y aura des problèmes financiers, de régime indemnitaire, etc. Mais y compris en termes de mobilité, comment tout ça va se régler, on n'en sait rien pour le moment. Mais on n'est pas persuadé qu'à la fin, tout ça, ce soit effectivement plus efficace. Comment peut-on assurer une présence sur le territoire au plus près des citoyens si on s'éloigne des citoyens? C'est aussi con que ça. Vous savez, il y a des organisations syndicales qui, dans leur structure, ont supprimé les unions départementales, qui ont fait des structures régionales politiques. Ça veut dire que dans certains départements, aujourd'hui, vous avez des organisations syndicales qui n'ont plus de présence. Tous traitent à la région. Bon, on me dirait, tant mieux pour nous, on en profite puisque nous, on est encore dans le département. Alors, je ne parle pas d'un département comme la Haute-Garonne, mais je vais prendre par exemple un département comme la Lozère, qui est le plus petit département français en termes de population. Eh ben, on est quasiment les seuls à être présents sur le plan départemental.
Mais un salarié de Lozère, il ne va pas aller à Nîmes ou à Montpellier pour, quand il a un problème pour répondre. Qu'est-ce qu'il fait? Il vient à FO, tant mieux. Il vient chez nous, ça fait un adhérent. Hein, mais voilà, mais quand on s'éloigne des travailleurs, quand on s'éloigne des citoyens, ben on rentre dans une logique qui est une logique technocratique. Donc là, il y a du boulot, et on a des revendications qu'on fait connaître actuellement avec toutes les implications sur les comités économiques, etc. Deuxième autre dossier d'actualité. On est en négociation sur les retraites complémentaires. Très dur comme négociation. Je vous rappelle que nous sommes profondément attachés au régime paritaire. Pourquoi on est attaché au régime paritaire? D'abord, il n'y en a plus beaucoup. Hein. Vraiment pur paritaire, il y a les retraites complémentaires, il y a la formation professionnelle, et ce qui reste du 1% logement. Sinon, la Sécu, malheureusement, c'est plus du paritarisme, c'est l'État qui contrôle. Pôle emploi, c'est plus du paritarisme, c'est l'État qui contrôle également. Si on est attaché au régime paritaire, pourquoi? Parce qu'on considère que c'est un rempart et une protection pour les salariés. Parce que c'est nous qui décidons avec les patrons. Si demain il n'y a plus de régime paritaire, qui c'est qui fera le boulot? L'État? Ben, dans l'état actuel des choses, je ne vois pas comment il mettrait de l'argent quelque part. Ou si ce n'est pas l'État, ce sont le secteur privé. Quand je dis le secteur privé, je parle des assurances privées, des grosses compagnies d'assurance. Et ça, par définition, on n'est plus dans une logique de solidarité, on est dans une logique de marché. Donc les plus riches s'en sortiront, les autres, non. Donc on est fondamentalement attaché au régime paritaire. Donc on négocie les accords régulièrement avec Confédération Patronat et après on met en application dans les caisses de retraite et de prévoyance. Et là, la négociation, je vous explique ça parce que c'est révélateur. La négociation qui n'est pas terminée démarre il y a quelques semaines avec un patronat MEDEF très exigeant. Il faut trouver 7,5 milliards d'euros, parce qu'il y a un déficit. Oui, ça on sait qu'il y a un déficit. Vous savez, dans un régime de crise économique, quand vous avez une masse salariale qui n'augmente pas et des dépenses qui augmentent, il ne faut pas être sorti de Polytechnique pour comprendre que ça fait un déficit. Et donc il dit, il faut trouver 7,5 milliards. Et nous on dit, oh, attendez, nous on va demander au régime, nous FO, de faire les calculs. Dites-nous, dans la situation financière des régimes, ce qui relève, alors je vais prendre le langage européen, je fais du judo, ce qui relève d'un déficit structurel, ça veut dire quelle que soit la situation économique, voilà la part du déficit, de ce qui relève d'un déficit dit conjoncturel, ça veut dire lié à la situation économique. Parce qu'on a remarqué qu'en 2007, donc juste avant la crise, tous les régimes de retraite, ils étaient excédentaires. Et c'est depuis la crise qu'ils se sont dégradés. Et l'ARCO et la GIRC ont calculé, pas nous qui avons calculé. Et quand vous regardez, c'est plus 7,5 milliards, c'est 2 milliards d'euros, en gros, hein, j'arrondis, dus au structurel, et donc plus de 5 milliards dits au conjoncturel à l'effet de la crise. Donc ça veut dire que si ça repart, ils nous disent tous que ça repart. Bah, si ça repart, l'aspect conjoncturel, il va se réduire. Dès que la masse salariale va augmenter, ça va faire rentrer des sous. Donc ce qu'il faut trouver, c'est pas 7,5 milliards, pour nous c'est 2 milliards. Comprenez bien que c'est plus facile de discuter pour trouver une solution sur 2 milliards que sur 7,5 milliards. Donc on avait au début, ça troublait le patronat. Il dit oui, bon, ben d'accord, de 7,5 milliards, ils sont descendus à 5 milliards. Et il faut savoir que globalement, les caisses de retraite et de prévoyance, elles placent l'argent, et elles ont 2 milliards de produits financiers tous les ans, dont 5 moins 2 milliards de produits financiers, reste 3 à trouver. Donc c'est déjà mieux que 7,5 milliards. Donc on se disait, bon ben voilà, la négociation est en train de prendre forme. Chacun se rapproche d'une manière ou d'une autre. Puis là, depuis 15 jours, badaboum, M. Gattaz, il a tout foutu en l'air. Maintenant, c'est plus 5 milliards qu'ils veulent, c'est 8,5 milliards. Ils en rajoutent. Avec un raisonnement, je vous le dis parce qu'il faut quand même le faire. Hein. Dans le dernier accord qu'on a signé, nous, on a pris nos responsabilités, et y compris avec un effort demandé aux retraités. Quand je dis un effort demandé aux retraités, c'est que les retraites complémentaires, ces 3 dernières années, on avait prévu qu'elles n'augmenteraient dans les revalorisations annuelles que de l'inflation moins 1 point, ce qui veut dire clairement une perte de pouvoir d'achat d'1%. Sauf que les retraites complémentaires, l'inflation n'a pas augmenté d'1 point. Elle a augmenté de 0,75. Donc les patrons disent, bah oui, mais du coup on n'a pas baissé d'1 point, on a baissé que de 0,75. Donc on n'a pas fait toutes les économies qu'on croyait.
Mais ça, mes camarades, c'est du virtuel. Ça ne coûte pas 1 euro de plus. C'est du vent, c'est du pipeau. Mais ça justifie qu'il faut trouver pour eux 8,5 milliards. Et deuxième élément qui est inacceptable, vous savez qu'aujourd'hui, comme moi, que l'âge de départ en retraite, c'est 62 ans. Et que 67 ans, c'est l'âge à laquelle un salarié ou une salariée, s'il n'a pas toute sa durée de cotisation, il part avec une retraite à taux plein. Eh bien, le patronat, il dit, nous, on a une bonne idée. À 62 ans, le salarié, il demande sa retraite à la caisse vieillesse, au régime de base. Il demande sa retraite au régime complémentaire, mais à 62 ans, il percevra le régime complémentaire moins 40%. Et à 63 ans, le régime complémentaire moins 30%. Et puis il retrouvera son régime complémentaire à taux plein à 67 ans. Vous imaginez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens ils partiront pas en retraite. Hein. Si vous partez en retraite avec une retraite complémentaire amputée de 40%, vous partez pas. Parce que vous n'avez pas les moyens de partir. Ah certes, vous faites des économies, hein. Comme les gens partent pas, ils sont obligés de rester au boulot, vous versez pas des retraites. Mais on ne peut pas accepter cette logique-là, qui contraint les salariés à rester plus longtemps. Tout simplement parce que, par exemple, vous avez 56% des salariés dans le privé qui liquident leur retraite complémentaire, ils ne sont plus au boulot. Ou ils sont au chômage, ou ils sont en inaptitude. Ils font comment, ceux-là? Ils sont plus au boulot, ils sont au chômage, ils vont vite épuiser leurs 3 ans d'indemnisation, donc ils vont devoir attendre je ne sais pas quel âge au RSA avant de toucher leur retraite. Donc on ne peut pas accepter cette logique-là. Mais là, je considère, je l'ai dit tout à l'heure à la presse, c'est une conviction, j'en ai pas la preuve, mais que le patronat, il fait de la politique politicienne. Monsieur Gattaz fait de la politique politicienne. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il voudrait bien qu'on accepte syndicalement que d'une manière ou d'une autre, les salariés ne partent pas tout de suite. Donc que dans les faits, parce que si vous avez 40% d'abattement, vous ne partez pas, donc vous restez plus loin de 62 ans. Et qui prépare la présidentielle. Pour dire, vous voyez, les syndicats, ils ont accepté que d'une manière concrète, les salariés partent plus tard à la retraite. Donc il faut retarder l'âge de départ en retraite. Il faut passer de 62 à 64 ou 65 ans. Et ça, c'est pas de la négociation. Ça, c'est de la politique politicienne. Et on ne peut pas accepter de rentrer dans cette logique-là. Voilà, donc c'est un véritable bras de fer qui a lieu en ce moment. Je ne sais pas comment ça se terminera, puisque la négociation n'est pas terminée. Hein. Elle doit continuer au moins jusqu'au mois de juin, voire après, mais il y a un danger, moi je le dis clairement, et que vous étonnez pas si dans les jours à venir, la Confédération monte le ton sur ce dossier, y compris vis-à-vis du patronat. On va avoir une deuxième négociation difficile l'année prochaine. Ça va être sur l'assurance chômage. Pourquoi? Là aussi il y a un déficit. Plus vous avez de chômeurs, plus vous devez verser des prestations, et si vous avez une masse salariale qui n'augmente pas, vos recettes n'augmentent pas. Donc là aussi il y a un déficit. Et là, la différence des retraites complémentaires, dans l'assurance chômage, on négocie, c'est une délégation du gouvernement. Le gouvernement laisse au patronat et aux syndicats le soin de négocier les conventions d'assurance chômage. Sauf que le problème aujourd'hui, c'est qu'avant Pôle emploi, à la fois nous négocions avec le patronat, on trouve ou pas un accord. Une fois qu'on a trouvé un accord, on le mettait, patronat et syndicats, en application avec les ascédiques, puisque nous étions dans un système paritaire. Aujourd'hui, avec Pôle emploi, on continue à négocier l'accord, mais une fois qu'on l'a signé, c'est l'État qui le met en application avec Pôle emploi. C'est lui qui pilote Pôle emploi. Et vous savez, certains énarques, techno, etc., ils supportent mal de devoir mettre en application quelque chose qui est décidé par les interlocuteurs sociaux. Et je suspecte certains ministres au gouvernement de vouloir récupérer le bébé. Donc de dire, c'est nous qui allons prendre les décisions pour faire des économies dans l'assurance chômage. Donc tout ça, c'est bien lié, mes camarades, à une logique que moi je confirme, j'affirme, c'est bien dans une logique d'austérité qu'on se situe. Alors à partir de là, on pourrait multiplier les exemples, la réforme territoriale, les salaires, ce que j'ai évoqué, les retraites complémentaires, Pôle emploi, la loi Rebsamen, ou la loi Macron, la loi Rebsamen. Vous savez, mes camarades, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'était voté à l'Assemblée nationale hier. Pourquoi on est critique sur cette loi? Je vais prendre 2 ou 3 exemples. Quelle est aujourd'hui l'instance représentative du personnel la plus crainte des employeurs? C'est pas l'EDP,
c'est pas le comité d'entreprise, c'est le CHSCT. Parce que dans le cadre du CHSCT, on travaille sur les questions de conditions de travail, de sécurité au travail, de santé au travail. Donc il faut, d'une manière ou d'une autre pour les patrons, affaiblir le CHSCT. Qu'est-ce qu'elle dit, la loi Rebsamen? Elle dit deux choses. Dans les entreprises de moins de 300 salariés, les patrons pourront mettre en place une délégation unique du personnel, regroupant non seulement, ça pouvait se discuter, les délégués du personnel du comité d'entreprise, mais aussi le CHSCT. Donc demain, dans les entreprises de moins de 300 salariés, si la loi est votée, il y aura une instance unique où les mêmes élus seront à la fois délégués du personnel, membres du comité d'entreprise et membres du CHSCT. Deux problèmes. On ne peut pas être bon partout, hein. On ne peut pas être bon en tant que délégué, bon en tant que CE, bon en tant que CHSCT. Deuxième problème. Vous imaginez le salarié, les élus saisis sur un dossier par le chef d'entreprise, qui vont travailler sur les questions de conditions de travail et qu'on fera savoir qu'à la direction d'entreprise, attendez, soyez pas trop dur hein, sur les conditions de travail, parce que si vous êtes trop dur, ça aura un impact sur l'emploi quand vous allez examiner ça dans le cadre du CE. Donc concrètement, c'est une manière d'affaiblir les CHSCT. Ça dans les moins de 300. Et dans les plus de 300, on pourra aussi, s'il y a un accord majoritaire, faire la même chose. Ça veut dire fusionner les délégués du personnel, les comités d'entreprise et le CHSCT. Au passage, c'est moins d'heures de délégation, moins de titulaires, moins de suppléants. Donc remise en cause, d'une certaine manière, du droit syndical. Mais c'est une manière aussi de renforcer ce que nous contestons depuis 2008, la loi sur la représentativité, c'est-à-dire les accords majoritaires. Les accords majoritaires à 50%. Qu'on fasse plus de 50%, nous, très bien, hein, c'est pas ça le problème. Mais d'exiger que pour un accord soit valable dans une entreprise, il faut qu'il fasse plus de 50%, ça, c'est un autre problème. Si vous interrogez quelqu'un dans la rue et que vous lui demandez « Est-ce que tu trouves normal ou logique que pour qu'un accord, quelqu'un qui n'est pas militant, que pour qu'un accord soit valable dans une entreprise, il faut que ceux qui le signent fassent plus de 50%. » Premier réflexe de la personne, ça va être de dire oui. Hein. Ah bah oui, c'est démocratique, plus de 50%. Sauf qu'on oublie une chose. On n'est pas des députés. Que les députés, quand ils votent une loi, il faut bien s'assurer qu'ils soient plus de 50% pour que la loi s'applique. Oui, bien entendu. Ça, c'est la démocratie politique. Mais une fois qu'ils, c'est eux, ils décident seuls. C'est les députés qui décident ou pas de voter une loi. Nous, quand on est en négociation, on ne décide pas tout seul. En face, il y a un interlocuteur qui s'appelle le patronat, dans l'entreprise ou au niveau national. Donc on est dans une procédure de négociation, on n'est pas dans une procédure de vote. Et ça veut dire que le risque, c'est quoi, mes camarades? C'est que demain, sur pression de la direction de l'entreprise ou autre, on est dans certaines entreprises, des syndicats qui acceptent de signer un accord en dessous de la convention collective nationale, voire en dérogation au code du travail, et qu'on dira par exemple, ah oui mais c'est pas conforme à la convention collective ou au code du travail, et qu'on nous dira, oui mais attendez, oui ok c'est pas conforme, mais vous pouvez rien dire parce que c'est démocratique, c'est plus de 50%. Donc ça veut dire que ce sera utilisé pour remettre en cause les conventions collectives nationales et le code du travail. C'est ce qui fonde notre système, ce que nous appelons la République sociale. Aujourd'hui, un salarié de TPE dans la métallurgie, où il y a 8 salariés, il n'y a pas de syndicat, on peut avoir un syndicat isolé. Il n'y a donc pas d'accord d'entreprise, mais ils sont au moins assurés de bénéficier des accords nationaux. Pareil dans les autres secteurs d'activité. Demain, s'il n'y a plus de convention collective nationale, le même salarié, pardonnez-moi, il se retrouve à poil vis-à-vis de son employeur. Hein. Il n'aura plus la garantie de l'accord ou de la convention collective nationale. Je vous dis ça parce que c'est pas un hasard. Le problème se pose dans tous les pays aujourd'hui. Je parlais de la Grèce tout à l'heure. Il faut savoir que quand la Troïka, le FMI, etc. interviennent en Grèce au départ, l'une des premières exigences du Fonds monétaire international vis-à-vis de nos camarades grecs, c'est de remettre en cause les conventions collectives nationales. De les casser pour négocier uniquement au niveau des entreprises. Donc c'est une tendance libérale qui a l'heure. Eh bien la loi Rebsamen rentre dans cette logique-là. Ou alors on offre aussi dans cette loi la possibilité pour, dans les entreprises